Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans Interrogeons-nous. Nous retrouvons le professeur Mouchili avec l'explication des concepts, le détail et surtout le lien et l'attachement qu'on peut mettre avec notre vie quotidienne, notre vie commune, notre vie en Afrique, notre existence en tant que sujet humain. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour et merci pour cette nouvelle invitation. Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Wafrica TV. Je voudrais que ce matin on discute sur la notion de la mesure dans le progrès. Pour planter le décor pour nos téléspectateurs, peut-être qu'il faut se rendre compte que sociologiquement, dans notre contexte africain en général, et certainement au Cameroun, les chiffres ne sont pas toujours exacts. Les données ne sont pas toujours exactes. On peut discuter de la population, on peut faire 5 ans, 10 ans sans avoir le nombre exact de la population et on se demande comment est-ce qu'on réussit à harmoniser les... Parfois, vous allez même dans un établissement scolaire, même le proviseur n'est pas capable de vous donner le chiffre exact d'élèves ou d'étudiants qu'il a dans son établissement. Et du coup, on se demande comment est-ce qu'on peut réussir à mettre en place un projet fiable de développement. Merci. Professeur Mouchili, commençons par la notion de progrès. Oui. Qu'est-ce que le progrès? Le progrès, déjà, étymologiquement, a une double implication. Il y a la première implication est le niveau superstructurel, c'est-à-dire le développement humain qui consiste en la formation à l'intérieur de l'État en fonction du type d'homme qu'on veut obtenir. Et John Mollet en parle suffisamment dans la médiocrité à l'excellence. C'est ça, parce que le développement, la dimension statistique, la dimension calcul, la dimension qui se révèle dans la recherche des poches économiques pouvant conduire par exemple à ce qu'on entend aujourd'hui par croissance économique, cela relève du développement infrastructurel. Alors il faudrait lorsqu'on parle de la notion de progrès, qu'on sache que à l'intérieur de ce concept, il y aura toujours deux dimensions. Et c'est pour cette raison que j'avais aimé en son temps le discours d'un ancien président africain du Congo démocratique, le président Mobutu, qui à la tribune des Nations Unies disait il faudrait qu'on se méfie lorsqu'on prononce le concept de développement. Vous dites que vous êtes des pays développés, mais c'est chez vous qu'on a le plus grand nombre de suicides, c'est chez vous qu'on a le grand banditisme, c'est chez vous qu'on a tel ou tel autre mal à l'intérieur de la société. Ces phénomènes, ces fléaux sociaux sont à l'échelle statistique d'un taux extraordinairement élevé. Cependant, vous êtes dans des pays où infrastructurellement on ne peut pas vous comparer aux pays en développement et plus précisément aux pays africains. Alors, faut-il parler des pays développés et pays sous-développés ou des pays équipés et pays sous-équipés? Et il disait, lui va préférer utiliser les notions d'équipement et de sous-équipement. Parce que le développement s'explique à partir d'une autre dimension qui ne relève pas de la statistique, qui ne relève pas de la mesure, qui ne relève pas de ce qu'on peut quantifier. Mais il y a une échelle qualitative de développement qu'on ne peut remarquer seulement à partir de l'essor infrastructurel que pourrait connaître un État. Et ça nous ramène à la problématique actuelle sur la nécessité pour nos pays de continuer à insister dans les enseignements sur les humanités. Vous voyez, il y a des ministres dans beaucoup de pays, on ne va pas les citer, qui ont même dit pourquoi fait-on l'histoire? Pourquoi fait-on la philosophie? Pourquoi fait-on... alors même que si on s'inscrit dans une autre dynamique, on aura la possibilité d'avoir une assise économique qui ferait en sorte que nous soyons
à notre tour des pays développés. Mais qu'est-ce que le développement infrastructurel quand la superstructure, c'est-à-dire quand l'intelligence ne se déploie pas dans le sens de la saisie même du sens de l'humanité? Nous sommes 8 milliards d'humains dans notre globe terrestre actuel. Mais est-ce que vous pensez que la présence d'une telle démographie dans le monde permet de remarquer l'éclosion permanente de l'humanité en long? Voyez-vous? Alors, il faut que ce ne soit plus seulement les institutions de Bretton Woods qui définissent ce qu'on attend du développement, sur l'équilibre budgétaire, le déficit budgétaire, le pouvoir d'achat, le seuil de pauvreté, mais la pauvreté mentale qui s'installe lorsque le système éducatif se déstructure et que ceux qui doivent accéder à un niveau de compréhension du monde, à un niveau de maîtrise des données géographiques et peut-être atmosphériques, allons même au-delà de ce qui est donné en termes statistiques dans le développement. Est-ce que cette statistique nous projette sur la qualité de l'homme à l'avenir? Est-ce que nous pensons qu'en nous fondant seulement sur les capacités économiques, on a aussi la conviction que ce que nous faisons nous projette dans l'avenir par rapport au type d'homme que nous souhaitons pour avoir une société à l'intérieur de laquelle l'homme reste fondamental, à l'intérieur de laquelle tout part de l'homme pour arriver à l'homme. Et là, on entre dans une autre problématique qui se développe en philosophie. Le culte de l'impatience d'avoir au détriment de la culture de la patience d'être. Qu'est-ce que être? Est-ce que celui qui est celui qui a? Est-ce que celui qui n'a pas n'est pas? Dans ces conditions, comment situer le développement dans un contexte essentiellement réducteur de cette notion? Vous comprenez tout de suite pourquoi est-ce que nous avons choisi de ne pas utiliser le terme de développement, en raison du caractère flou qu'il peut revêtir. Nous avons choisi d'utiliser le terme de progrès. Et c'est tout à votre mérite comme philosophe, l'humain, les humanités. Mais davantage ce matin, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que, et vous allez certainement commencer, la notion de mesure. C'est quoi la mesure et quel peut être l'apport de la mesure dans le progrès? Voilà. La mesure est un système dans lequel on utilise des types d'instruments pour évaluer l'aspect visible du progrès à l'intérieur d'une société. Et à ce niveau, on pense à la croissance économique, on pense au taux d'échange entre les hommes, entre les nations. Et nous voyons aujourd'hui qu'en termes de mesures, les États commencent à n'être plus en pole position dans le système de propulsion du développement économique. Parce que le système de transnational est en train de phagocyter l'État au profit de ces multinationales qui s'imposent dans un genre économique ne permettant plus à l'homme de s'envisager comme tel, mais de ne se comprendre que comme homo economicus au lieu d'être homo sapiens. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nos sociétés, nous avons plus d'argent économique que d'hommes. Et ceux-là qui ne participent pas de la réalisation
de ce tissu social totalement déterminé par la vocation à la production économique sont considérés comme des sous-hommes. Et quand vous lisez la philosophie d'un Francis Fukuyama, qui vous dit que c'est des critères d'efficience qui permettent aujourd'hui de dire si un homme l'est vraiment ou alors s'il ne doit pas être tout simplement au banc de la société. Et quand il en parle, il cite au moins 5 critères. L'efficacité, le rendement, la productivité, la compétence et la compétitivité. Voilà les caractéristiques d'un homme aujourd'hui. Ça veut dire que le malade est à la limite un non-existant. Ça veut dire que le handicapé est à la limite un non-existant. Par conséquent, on ouvre la brèche à l'entrée en jeu et en force des systèmes de transhumanisation de l'homme à partir du développement des techno-biomédecines qui vont chercher à augmenter l'homme et réfléchir sur les capacités d'augmentation même du style d'intelligence que nous utilisons pour être aptes à résister à la concurrence. Et on a réduit les relations humaines à 2 façons d'être. Soit on est dans le conflit, soit on est dans la concurrence. De toutes les façons, les rapports d'égal à égal n'existent presque plus. Les relations entre les nations, les relations entre les hommes sont des relations essentiellement d'intérêt et non nécessairement de sociabilité. C'est-à-dire qu'il ferait en sorte que le principe d'altérité soit considéré comme le moyen à travers lequel je ne vois en l'autre qu'un autre moi et en qui je pose ma confiance en vue d'un être social qui se cultive tel qu'on pourrait appeler, tel qu'on pourrait dire vivre ensemble, c'est-à-dire le vivre ensemble qui se cultive dans la mutualité et non le vivre ensemble dans un système social clivé. C'est-à-dire les clivages font en sorte que nous n'appartenons plus tous au même, comment je dirais, nous n'appartenons plus tous au même niveau de sociabilité. Il y a une sorte de classification de la société. À l'intérieur, selon qu'on est dans telle strate, on appartient peut-être à la classe moyenne, dans tel autre, on peut appartenir à la bourgeoisie, dans tel autre encore, on est dans l'élite qui gouverne et ordonne. Professeur Bouchili, peut-être que ça permet aussi de stimuler l'effort. Ça peut permettre de stimuler l'effort, mais l'effort n'est pas dénué de tout sens de l'humain. L'effort ne signifie pas réduire les autres à l'esclavage ou alors faire en sorte que les relations entre vous et moi ne dépendent que de ce qu'on peut échanger en termes de valeurs économiques. En termes de valeurs économiques. Vous avez vu en son temps le président Barack Obama pleurer en plein discours parce que un enfant avait reçu une arme automatique qui lui a permis d'aller dans une université assassiner. Voyez-vous? Et vous pensez qu'on est encore dans une société qui connaît le progrès en termes d'humanité? Moi, je ne pense pas. On est là dans la décadence du social et une croissance économique qui enlève à l'individu humain toute capacité de se prévaloir comme tel. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est l'humanité qu'il développe en soi, en lui-même. Mais évidemment, professeur, mais est-ce qu'il faut donc-il laisser l'être humain vivre à sa guise, sortons un tant soit peu de la relation des relations que vous avez décrites tout à l'heure, la relation conflictuelle ou la relation concurrentielle. Prenons l'individu en tant que personne et sujet humain. Quand nous parlons ce matin de la notion de mesure, quand vous allez à l'hôpital, le médecin a besoin de savoir quelle température vous faites, quelle est votre taille, quel est votre poids, quelle est votre tension. Tout ça lui permet
de vous administrer les meilleurs soins. Avant d'y arriver, le médecin va vous demander quel quartier vous habitez, à quelle religion vous appartenez. Oui. Et là, à partir de là, il commence, vous appartenez à telle religion, vous appartenez à telle région. On commence à comprendre ce que vous consommez. Quel type d'alimentation? Quel type d'alimentation. Voilà. Donc, vous pensez que si on prend le cadre d'un pays précis, selon qu'on est dans un quartier huppé ou dans un quartier totalement enclavé, et où vous êtes en contact avec les déchets chaque fois qu'il a plu. Prof, Oui. prenons ces données-là, Oui. allons maintenant dans la suite de notre échange, dans ces données, prenons ces données-là comme outil de progrès. Oui. Le progrès a-t-il besoin d'être porté sur la mesure? Oui, nécessairement. Parce que c'est en mesurant qu'on a la connaissance suffisante sur le niveau ou bien la capacité d'un État à porter sa population vers le dépassement des simples besoins basiques. Voyez-vous, quand vous n'êtes pas encore sûr de manger tous les jours de la vie, est-ce qu'on peut parler de vous comme être humain en situation de développement? Vous avez encore besoin de moyens de subsistance. Pour passer maintenant aux besoins de civilisation, il faut déjà avoir suffisamment bien rempli les besoins basiques. Voyez-vous, ça veut dire que l'essentiel est d'abord dans la couverture des moyens basiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme? C'est celui qui vit au-delà de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être capable de se maintenir en vie tous les jours de son existence. De calculer, de mesurer. Oui. Bon, la mesure, alors, va permettre, quand vous avez atteint un seuil de développement, on va vous dire qu'ici, on n'a plus de population risquant de vivre une période de famine. Voyez-vous? Voilà. En 1996, du moins à la fin des années 90, Jacques Diouf, l'ancien directeur général de la FAO, disait « La production alimentaire des 6 pays les plus développés du monde suffit pour nourrir toute la population mondiale. Cependant, on a des pays dans lesquels les êtres humains meurent de famine. » Voyez-vous? Ça, c'est le contraste. Prof, il faudra toujours envisager la relation entre les pays ou bien entre les humains comme de la socialité des uns par rapport aux autres, ou alors on peut, dans un contexte donné, créer les conditions d'une meilleure vie. Si on ne peut pas envisager la première étape, le premier aspect que vous avez, c'est-à-dire la relation entre des États comme des relations de solidarité, si on ne peut pas l'envisager, alors excluons de notre jargon la notion de progrès humain. Si on ne peut pas l'envisager, on exclut cela. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de progrès, alors qu'il s'agit du développement du sens de l'humain. Et en même temps, vouloir qu'on pense que chaque chef d'État a été élu par ses propres populations et par conséquent, il n'a pas le devoir de regarder ceux qui souffrent ailleurs. Vous voyez, c'est quoi donc la solidarité, les relations internationales? Un peuple doit-il construire les conditions de son bonheur? Oui. Oui. Donc, à partir de ce moment, est-ce qu'il ne lui appartient pas de créer les conditions pour que ce bonheur existe? Oui, absolument. Oui. Mais seulement, tous les peuples ont-ils les mêmes moyens à l'instant où nous parlons de progrès humain ou de développement? Oui. Ce qui dépend d'un peuple, c'est lui, le peuple, et la société, l'environnement qu'il peut gérer, qu'il peut manipuler, qu'il peut transformer pour en faire un outil d'existence. Sauf que ce qui viendrait d'ailleurs
ne dépend pas de lui. Ce qui viendrait d'ailleurs ne dépend pas de lui. Mais il faut savoir que parmi les peuples qui existent au monde, il y en a qui ont subi l'esclavage, il y en a qui ont subi la colonisation, et il y en a qui sont en train de subir le néocolonialisme à l'heure où nous parlons. Par conséquent... Faut-il le leur poser comme excuse? Non. Non. Le processus... Voyez-vous, le développement n'est pas une notion qui s'acquiert de façon innée. Il faut encore participer à un type d'éducation qui établit dans nos schèmes mentaux la notion du dépassement de déjà là. La conscience du devoir être, comme le disait en son temps le professeur Antoine Manga Bina, c'est-à-dire le devoir être, c'est parvenir à un niveau de pensée qui nous amène à sortir de notre seule individualité pour nous envisager comme être collectif, être à l'intérieur d'une société et savoir comment mettre en musique tous les maillons de la chaîne sociale pour que cela se constitue comme une chaîne de valeurs devant contribuer à l'essor économique et à l'essor intellectuel d'un État. Et sachez que nous ne sommes pas tous partis sur les mêmes starting blocks. L'histoire a des moments où des hommes se sont vus être bafoués dans leur dignité, être bafoués dans leur civilisation et être considérés comme des sous-hommes. Quand le 8 janvier 1454, le pape Nicolas V autorise, accepte l'esclavage, mais c'est parce que de tous les débats qui ont eu lieu, il n'y en a aucun ayant mis dans la tête de ceux qui faisaient ce débat que les nègres seraient aussi des hommes. Alors, comme ils ne sont pas hommes au même titre que les hommes qu'ils sont, alors ils peuvent être esclavagisés à souhait. Il faut savoir que le développement dépend aussi de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre a été utilisée comme forçat dans des plantations en Amérique. Cette main-d'œuvre a connu plutôt le commerce, a été victime du commerce triangulaire. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut dire qu'à partir de cette donnée historique, on n'a pas une responsabilité historique, morale, de venir en aide à ceux qui ont été totalement déstructurés dans leur système d'organisation sociale? Voyez-vous? Donc, c'est le développement infrastructurel dépend aussi de la façon dont nous accédons à la science. Pour ça, je vais pousser un peu le bouchon loin. Vous avez, sans mettre de côté tous les faits historiques que vous venez de décrire, vous avez une population qui a un nombre précis dans un environnement donné précis, qui a besoin de se projeter en fonction des ressources disponibles. Est-ce que le premier élément n'est pas de faire la proportionnalité entre la population et les ressources disponibles, peut-être l'échelonner sur des décennies, sur des centaines, sur un siècle si on veut, pour pouvoir mesurer comment est-ce qu'on peut, par exemple, faire des enfants. On a vu des pays où il y a eu la politique de l'enfant unique. Est-ce que tout ça ne participe pas de créer les conditions d'existence et de bonheur pour un peuple? Oui, la politique de naissance dans les différents pays, telle qu'elle a été menée jusqu'ici, ne tenait compte d'un seul aspect de la vie. C'est-à-dire, comment avoir une population proportionnelle au niveau de vie et à la capacité pour l'État de prendre en charge ces populations. Mais aujourd'hui,
ces populations sont vieillissantes. Dans beaucoup d'États qui ont développé la culture de l'enfant unique, vous pensez que sur 10 ans, ils pourront encore tenir? Nous avons des pays où la pyramide des âges est telle que il faudrait même encourager le retour au boom démographique. Mais comment le faire quand cette culture est ancrée? Est-ce qu'il s'agit de faire des rétropédalages dans l'histoire? Ou alors, est-ce qu'il s'agit de continuer à accepter une démographie qui se développe librement et montrer qu'il y a une critique fondamentale qu'on peut adresser au système malthusianiste qui était particulièrement sévère? S'il fallait que l'Afrique, par exemple, qui est encore à moins de 2 milliards d'habitants, qui sera à plus de 2 milliards en 2050, prenne en charge toutes les ressources qu'elle possède et que pour cela, toutes les populations africaines se mettent au travail. Vous ne pensez pas qu'il y aura peu d'ouvriers pour le grand travail qu'il y a à faire pour que l'Afrique entre résolument en chantier? Mais il faut dire que quand on parle de l'Afrique, on ne devrait pas parler de l'Afrique comme s'il s'agissait d'un pays, un seul pays, parce qu'il y a des États africains qui se développent. Aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne qui subit encore tellement les affres du sous-développement. Mais il y a aussi en Afrique subsaharienne des pays qui se démarquent. Il y en a qui ne se démarquent pas nécessairement. Mais il faut bien qu'à un moment donné, que nous soyons capables de sortir du sous-développement dans lequel nous nous trouvons. Mais pour en sortir, il faut bien que le capital humain réfléchisse mûrement sur la notion de développement. Le développement va-t-il consister seulement en ce qui est mesurable? Ou alors, s'agit-il d'aller dans les deux sens en supportant d'abord un système éducatif qui fera en sorte que la qualité des ressources humaines, c'est-à-dire les ressources humaines qui en sortent, soient à la hauteur des attentes d'un pays qui veut se développer et rapidement. Est-ce que, parce que on peut même savoir combien nous sommes dans un pays, on peut même savoir combien de sources de richesses regorgent notre sous-sol. Mais encore faut-il mettre en œuvre des intelligences nécessaires qui pourront développer ces ressources. Voyez-vous, chacun nous dit que l'Afrique est potentiellement riche. Potentiellement riche ne veut pas dire être riche en acte, parce qu'on souffre quand même, on meurt de faim. Quand je prends un pays comme le Japon, qui n'a pour sous-sol que les tremblements de terre, mais le Japon est membre du G7, des 7 pays les plus développés du monde. Est-ce que le Japon a des ressources comme on l'a ici, comme on les a ici en Afrique? Non. Pourquoi? Parce que c'est la substance grise qui développe et non le potentiel du sol. Le potentiel du sol, c'est déjà une ressource qu'on peut utiliser. Mais cette ressource sera utilisée en fonction de la formation des ressources humaines. C'est pour cette raison que j'insiste sur le versant qualitatif du progrès. Professeur Moucheli, est-ce qu'on peut tirer sur les notions économiques telles que les autres nous les opposent? La première question que j'ai envie de poser, c'est que est-ce que la notion de sous-développement n'est pas à percevoir seulement parce qu'on est en rapport avec les autres qui fixent les conditions de ce qu'ils entendent par le développement? On sera toujours en rapport avec les autres. On ne peut pas vivre aujourd'hui dans un système clos. C'est parce qu'on a... Mais est-ce qu'il n'y a pas un complexe
qui vicie notre compréhension du sport. Alors, sortons du complexe. Je me rappelle qu'en son temps, le professeur Hubert Monodjana à l'université avait proposé un cours qui a même très vite été dégagé du programme. Décolonisation conceptuelle en Afrique. Mais voilà un des cours fondamentaux qui devrait être enseigné. Mais c'est ça, quand on a dit de restructurer les programmes, c'est ça qui a sauté très rapidement. Parce qu'on n'a pas conscience de ce que la colonisation mentale commet ou bien fait comme catastrophe pour nous-mêmes dans nos pays. Nous sommes dans l'obligation de passer à un autre niveau de développement. Et nous ne sommes plus, chez nous en philosophie particulièrement, ce qu'on doit faire. On doit savoir que la philosophie, c'est la prise en charge de son temps par la pensée. La philosophie ne consiste plus en une histoire simple des idées telles qu'on le faisait en terminale autrefois. Ce qu'on fait en terminale est plus l'histoire des idées que de la philosophie. Mais chacun sort de la terminale sachant qu'il a fait beaucoup de philosophie. Vous voyez, avec le système qui est mis en œuvre, vous arrivez même dans les classes supérieures d'université que vous ne rencontrez pas nécessairement le déploiement d'une pensée qui fixe l'étudiant dans son temps, dans son milieu et par rapport aux défis qu'il a relevés à l'intérieur de son pays. Quand on vous imposera, il faut nécessairement que vous souteniez sur un auteur. Oui, mais l'auteur, quand il a écrit son livre, c'est sur qui? Pourquoi devons-nous être à la remorque des uns et des autres? Ça, ce sont des exercices scolaires. On peut vous demander de faire un exposé sur un auteur pour maîtriser l'histoire de la philosophie. Mais quand vous atteignez l'étape de la recherche, il faut inventer par vous-même un sujet philosophique qui vous permet de répondre aux défis de votre propre temps et de votre milieu. Puisqu'il s'agit d'une thèse quand même. Il s'agit d'une thèse. Mais on ne va plus faire une philosophie aujourd'hui pour sortir se vanter d'être platonicien ou cartésien. Il faut être capable de participer au rayonnement intellectuel par rapport à l'actualité qui a cours dans son pays. Professeur Moucheleski, il n'est pas temps que la notion de progrès soit confiée aux techniciens. La notion de progrès, qui n'est pas technicien dans le progrès? Celui qui fait la sociologie enseigne aux étudiants comment comprendre la société d'aujourd'hui. Et lui, il a en train de participer à ces progrès. Voyez-vous? Oui. Disons tout simplement que nous devons sortir des logiques irrationnelles et entreprendre de tisser notre développement à partir du type de formation qui est la nôtre. Nous ne devons pas, aujourd'hui, j'allais dire prier pour que le développement arrive, mais ça pourrait me mettre en conflit avec des religieux. Bon, ce que je dois dire, c'est juste que, vraiment, le développement est une notion scientifique. La croissance économique est une notion scientifique. Le progrès humain s'observe scientifiquement à partir des capacités que la formation vous aura données afin que vous soyez capable de réaliser un sens infrastructurel du développement à la mesure ou à la hauteur de ce progrès des mentalités. Du coup, il y a une urgence qu'il y ait une maîtrise de l'environnement en termes de mesures dans lequel le progrès doit s'effectuer. C'est à ce niveau que les États des pays en développement devraient mettre un accent sur la formation scolaire et universitaire. Le développement ne se décrète pas. Le développement ne se décrète pas. Le développement se construit à partir de la qualité de la ressource humaine. Et cette qualité s'octroie dans les systèmes de formation que nous mettons en œuvre. Oui, oui. Du coup, il est urgent qu'on maîtrise que la notion de statistique. Parlons-en comme outil de développement. La notion de statistique, c'est une mesure de grandeur qui permet d'aligner les pays du monde
sur les mêmes bases jugées objectives et permettant de savoir où chacun se trouve à un moment donné de l'histoire. Ce n'est pas une définition technique, mais c'est une perception du philosophe que j'ai, que je suis. Oui, c'est du philosophe que je suis par rapport à une notion qui est en vogue dans le système international qui essaie de coordonner le développement à l'échelle mondiale. Et à partir de ces statistiques, chaque pays va être classifié selon que des données peut-être consistent à voir le niveau d'alimentation et la qualité de cette alimentation, le niveau de prise en charge sanitaire, le niveau éducatif, le dosage qu'on fait dans ce système éducatif et le type d'homme qu'on obtient dans ce système éducatif. À ce niveau, il y a des statistiques qui peuvent classer un pays en tête et un autre pays à la queue, mais ça ne signifie pas que, humainement, les plus développés sont plus avancés. Parlons de la statistique au niveau national. On a quand même au Cameroun un institut national de la statistique. Oui. Qui joue son rôle. Oui. Et je ne voudrais pas entrer dans les méandres de ce système parce que je suis philosophe et non statisticien et non économiste, pouvant entrer dans l'utilisation de ces données pour faire ce qui est sûr. Nous savons que à partir des données de l'Institut national de la statistique, nous pouvons savoir à quelle échelle de développement se trouve le Cameroun et quelle est la statistique pour le futur. C'est-à-dire, quelles sont les mesures que nous devons prendre pour que les zones où on pense à une sorte de stagnation soient bousculées afin que les énergies se dégagent et que le Cameroun prenne vraiment le train qui va à grande vitesse vers un développement sûr et adapté à la civilisation actuelle. Pour ça, le prétexte de l'émission, c'était justement que quelquefois on néglige les chiffres. Parfois ils ne sont pas exacts, parfois on ne fait pas de vraies statistiques. Et du coup, il est un peu normal que nos programmations en termes dans le progrès ne soient pas justes, ne soient pas efficaces. En fait, c'était ça le prétexte de l'émission. Oui. Bon, disons que le philosophe reste à l'échelle conceptuelle et ne va pas aller entrer dans les données numériques d'un certain nombre de choses. Mais on n'a pas besoin de faire la statistique de la pauvreté pour comprendre que nous sommes encore vraiment très en retard parce que est-ce que nous avons atteint ce qu'on appelle vulgairement en politique autosuffisance alimentaire? C'est difficile de le dire. Pour parler de parce que si on prend, vous avez parlé de statistiques. On vous dit chaque année on a importé le poisson à plus de 600 milliards, du riz à plus de 700 milliards. Vous voyez? Donc nous sommes fortement dépendants. Et en même temps, on va nous dire les terres arables au Cameroun, ce n'est que ça qui existe. Mais comment se fait-il que nous ayons ces terres arables et que nous importions du maïs? Vous voyez qu'il y a une contradiction dans ce type de vision. C'est pour cette raison que je n'entre pas dans des statistiques. Qu'est-ce que le philosophe dit au gouvernant en tant que conseiller? Nous sommes, depuis le début de cette émission, en train de dire des choses qui pourraient réveiller les consciences. Ce n'est pas le rôle seulement du philosophe. Le philosophe met en alerte les consciences et montre jusqu'où le développement pourrait prendre suffisamment corps si on tenait compte de tous les facteurs qui contribuent à cela. Nous avons déjà dit que le développement ne se décrète pas. Le développement se construit en fonction de la formation que pourrait bénéficier la jeunesse, ce qu'on appelle les ressources humaines. Vous voyez? Bon, ça veut dire quoi? Est-ce que la notion de développement est inculquée en la jeunesse
comme s'il s'agissait d'un devoir de conscience, d'un devoir d'être. C'est ça le problème. Et comment faire pour que rechercher le développement de son pays soit le seul devoir qui habite la conscience d'un citoyen? C'est à ce niveau que le philosophe peut intervenir. Parce que on aura l'impression que la philosophie ne construira pas des routes. Mais encore faut-il envisager la prise de conscience d'un manque de routes. Encore faut-il envisager la nécessité de faire d'un pays une sorte de population vivant dans un système de brassage. Et le brassage ne peut pas avoir lieu s'il existe encore des zones enclavées. Sinon, les populations feront comment pour se rencontrer et même échanger. Voyez-vous? Donc, c'est à ce niveau qu'il faut interpeller la conscience des uns et des autres. Voyez-vous? Parce que ça, c'est vrai. Il faut réveiller les consciences. Mais il ne s'agit pas de se déployer dans une émission comme si on était conseiller du gouvernement, comme si on prenait position. Non. Il s'agit de laisser libre cours à la pensée et de voir jusqu'où la pensée peut être prise en charge, et cette pensée prise en charge pourrait se déployer dans la réalité en fonction des moyens qu'on donnerait à ces différents systèmes, à ces différentes bases d'émulation de l'esprit de développement. C'est-à-dire prendre en charge l'éducation de façon suffisante et de façon à faire en sorte que le jeune qui sort de notre système éducatif soit doté de compétences nécessaires pour participer à cette logique de développement que nous voulons bien suivre. Oui, oui. Merci infiniment, professeur Mouchili. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission de bout en bout. Nous vous promettons certainement pour la prochaine la notion de la maîtrise du temps et de l'espace. Merci, je vous remercie et je reviendrai quand vous voudrez. Merci, professeur Mouchili. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV.